le prix de l'orgueil et de l'arrogance des tyrans. Je cite, « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Fin de citation. Ésaïe chapitre 13, verset 11. Le jeudi 8 janvier 2024, dans Rendez-vous Média, le président Patrice Talon était face à la presse nationale et internationale dans son palais. Plusieurs sujets avaient été abordés, dont principalement le parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026, la crise avec le Niger liée à la fermeture des frontières. Ce fut écœurant de voir le chef de l'exécutif béninois, Patrice Talon, dans un déni total et dans une manipulation dont il est passé maître. Il a révélé au monde, dans une grande humiliation, sa véritable nature de manipulateur et de despote dont seule la voix doit compter et s'imposer à toutes les institutions de la République et au peuple béninois. Le visage de l'auditoire exprimait la stupéfaction. 1. Le parrainage de la présidentielle de 2026. Elle intéresse les Béninois et presque nous tous sur le bien fondé de la modification du dispositif électoral. La Cour a demandé de faire une correction au code pour réparer une illégalité qui s'est introduite vraiment par erreur. Nous avons utilisé deux types de calendrier, des dates précises et un calendrier électoral de la Constitution pour rythmer les élections. Et dans le code électoral, les dates intermédiaires pour les documents à fournir et consorts ont été indiquées en nombre de jours calendaires. Cela a généré qu'en 2026, l'esprit de la Constitution a été donc pris à défaut par ces deux différents modes de fixation des dates électorales. Et donc pour corriger cela, c'est très simple, il suffisait de modifier le nombre de jours séparant la date du scrutin de la date de dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Mais avant de faire cette correction, il fallait répondre à une question. Est-ce que pour les élections présidentielles à venir, ce sont les députés et les maires actuels qui doivent délivrer les parrainages ou plutôt les députés et les maires qui seront élus à la prochaine élection générale, qui vont parrainer les candidats à l'élection donc à venir. D'autant que les élections législatives et communales auront lieu en 2026, avant l'élection présidentielle. Je crois que l'élection législative, l'élection générale auront lieu le 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026. L'élection présidentielle aura lieu, le premier tour, le 12 avril 2026. Et les candidats à l'élection présidentielle devront déposer leur dossier au plus tard, je crois, le 5 février. Je vais me répéter. Élection présidentielle le 12 avril 2026, dépôt des candidatures le 5 février 2026. Or, 2 mois avant, ou 1 mois avant, en janvier, le 11 janvier, il y aurait déjà eu l'élection au Bénin pour élire les nouveaux maires, les nouveaux conseillers communaux et les nouveaux députés. Alors, la compréhension normale
qui était d'ailleurs l'esprit de la Constitution modifiée, c'est que ce sont les députés, les conseillers communaux, les maires qui seront élus en janvier. C'est eux qui devront parrainer les nouveaux candidats aux élections présidentielles. Puisqu'ils sont élus déjà un mois avant, ils vont délivrer les parrainages juste dans la foulée aux candidats pour les élections d'avril 2026. Mais comme je viens de vous dire, en utilisant deux types de calendriers différents, il y a eu un chevauchement sur quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, je crois, chevauchement. Un chevauchement qui n'a pas été perçu en 2019 et que des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle qui a dit, c'est vrai, c'est pertinent, il y a 4-5 jours qui posent un problème. La Cour constitutionnelle a invité les parlementaires à faire cette correction technique. Pour la faire, comme je viens de vous dire, il faut bien dire attention. Est-ce qu'il faut faire la correction de sorte à ce que ce ne soit plus les nouveaux députés, les maires qui seront élus, qui parrainent, tel que c'était prévu, ou bien que ce soit les anciens qui ont été en mandat législatif ou communal jusqu'en janvier, que ce soit eux qui parrainent. Théoriquement, la question ne se pose pas. Vous savez tous très bien qu'en politique, ce qui est évident pour le peuple n'est pas acquis pour les acteurs politiques. Et moi, je sais très bien que ce soit parmi les élus partisans qui sont de ma majorité actuelle, ou que ce soit les élus de l'opposition, je sais très bien, ça m'est revenu, que les acteurs politiques souhaitent, parce que tous, que ce soit ceux qui sont en exercice, qui parrainent. En matière politique, il ne faut pas que ça étonne. Vous savez que les acteurs politiques ont une mission d'intérêt national, mais ils ont des ambitions individuelles. L'ambition politique est personnelle, même si c'est pour servir une cause nationale. Donc, petit défaut technique remet en cause le consensus qu'il y avait en 2019. Et aujourd'hui, il faut répondre à la question pour pouvoir faire la correction. Parce que si les députés au Parlement ne corrigent pas dans le sens attendu, c'est-à-dire corriger ce que la Cour a demandé, mais préserver le fait que ce sera les nouveaux députés élus en janvier 2026 et les nouveaux maires qui seront élus en janvier 2026, ce sera ceux-là seulement qui devraient parrainer les candidats d'avril 2026. S'ils font la correction ainsi, c'est parfait. Mais comme il semble bien que dans leur ensemble, presque tous, sauf quelques-uns, ils souhaitent corriger, parce que la correction est possible dans les deux sens. Ils souhaitent corriger de sorte que ce soit eux qui parrainent. Même si en février, en avril, leur mandat aurait pris fin et que ceux qui seraient candidats à leur propre élection, certains seraient réélus et d'autres ne le seraient plus. Il n'y a aucun pays au monde, vous savez, au Bénin, on ne peut pas espérer penser que tous les députés actuels seront réélus en janvier 2026. Ou que tous les maires, les conseillers communaux, les maires d'aujourd'hui seront réélus en 2026. Mais ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire en sorte que, après l'élection 2026, de janvier, les concernant, même ceux qui auraient déjà perdu leur mandat politique, ceux pour qui on n'aurait pas voté, que ceux-là parrainent encore les candidats aux élections présidentielles de 2 mois après. Et j'ai dit, si on fait ça, ce n'est pas bien. Ce serait contraire à l'esprit de la Constitution, ce serait même contraire à la volonté du peuple qui a retiré son mandat politique à un député ou à un maire et qui donc ne peut pas entendre le voir continuer d'être dans le processus pour parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Et j'ai dit aux députés, que ce soit du Bloc républicain, de l'Union progressiste ou des démocrates, quand je les ai reçus, dans un débat technique, je leur ai dit attention. Vous devez corriger de sorte à ce que ce soit
les nouveaux élus qui parrainent. Mais si vous voulez faire autrement, que vous qui êtes en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Si l'élection présidentielle a lieu après l'élection législative, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je suis partant. Et c'est vous que la Cour a prié de modifier techniquement l'erreur matérielle. Je vous en prie, si vous voulez parrainer, moi ça ne me gêne pas. Je ne veux pas aller contre. Parce que je sais qu'en politique, à un moment donné, les intérêts des acteurs comptent. Mais en ce moment, il faudrait alors que l'élection présidentielle ait lieu avant l'élection législative et communale. En effet, si l'élection présidentielle a lieu avant, au moment où il serait en train de parrainer, il n'aurait pas encore été jugé par le peuple, il n'aurait pas encore subi le choix du peuple, il n'y aura pas encore eu l'élection législative. Donc ils auront la légalité, la légitimité politique pour parrainer les candidats. Élection présidentielle ayant lieu un mois, c'est-à-dire en janvier ou en décembre ou en novembre ou même avant. Ils ont leur plein mandat, l'élection n'a pas encore eu lieu, ils conservent la légitimité politique que le peuple leur a donnée. Ils peuvent en ce moment parrainer légitimement. Vous avez le choix. Moi, je dis, si vous voulez que je parte même 2-3 mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Si vous modifiez le rythme électoral et que l'élection présidentielle a lieu avant la vôtre, je vais promulguer. Je ne vais pas m'opposer à ça. Parce que finir mon mandat 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant, ce que je n'ai pas fait en 10 ans, ce n'est pas en 3 mois que je vais le faire. Donc moi, j'ai dit, ça ne me gêne pas. Si vous le faites, je vais promulguer. Et en ce moment, vous pourrez légitimement... Mais si vous ne le faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parrainer les présidents, les candidats à venir. Ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires. C'est tout. Moi, j'ai entendu partout, sur les médias, dans les réseaux sociaux, que je les ai réunis pour suggérer une modification de la Constitution. Et que cette suggestion-là est à craindre, si les gens me suivent, qu'on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme d'une certaine version de calendrier électoral. Et qu'à l'occasion, la phrase qui nous protège, nous tous, de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, Talon est trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose, c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. Et j'ai dit aux démocrates à qui j'ai dit, mais écoutez, pour modifier la Constitution, pour enlever cette phrase, il faut que vous votiez pour. Vous avez le nombre qu'il faut pour ne permettre aucune modification contraire à votre compréhension de l'intérêt général. Supposons que 100% des BR, 100% de l'UPR, qu'ils veuillent modifier, enlever cette phrase. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Soyez conséquents. D'ailleurs, moi, je ne veux aucune révision de la Constitution. Le rythme électoral, le calendrier électoral, laissez tel quel. Et c'est ma position aujourd'hui devant vous. Si cette question réveille tous les démons, alors là, fermons cette page-là. Ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français dans la Constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons tel quel. On le fera en mai-juin 2026, quand je serai parti. Donc ne touchez plus à la Constitution. Rien, ne corrigeons rien du tout. Mais, dans ces conditions, si on laisse le calendrier électoral tel quel, veuillez alors faire la correction telle que tout le monde l'entend, pour que l'élection présidentielle qui aura lieu en avril soit parrainée par les nouveaux maires, les nouveaux députés. Ceux d'entre vous qui seraient réélus, ils vont parrainer. Ceux d'entre vous qui ne seraient pas réélus, ce ne sera pas le cas. On me dit non, oui, mais au moment où on va parrainer, les députés, les maires, tous n'auraient pas encore passé service. Certes, l'élection a eu lieu, certains ne sont plus députés, certains ne sont plus maires, mais tant qu'ils n'ont pas passé service, ils peuvent continuer d'assumer la fonction politique. Je dis, mais
C'est vrai, mais ce n'est pas sain, ce n'est pas éthique. Vous êtes député, vous avez perdu votre mandat de député. Le nouveau n'est pas encore installé, c'est vrai, mais désormais, ce nouveau, c'est lui que le peuple a désigné pour aller au Parlement, pour poser les actes politiques au titre des parlementaires. Même s'il n'a pas encore pris fonction, à cet instant-là où il a déjà été élu, proclamé, c'est à lui d'accomplir cette tâche politique que le peuple lui a confiée. Donc, au plan éthique, ce n'est pas convenable qu'un député élu qui a remplacé un autre, un maire élu qui a remplacé un autre, ne soit pas en mesure de poser l'acte que la Constitution lui a prescrit juste parce qu'il y a quelque chose de 1 ou 2 ou 3 jours et que maintenant on veuille modifier les dates de fourniture des documents de sorte que ce soit les anciens qui continuent de jouer le rôle que le peuple aura donné aux nouveaux élus en 2026. Moi, je suis dans un environnement où parfois je suis un peu frustré par la timidité des médias. Dans d'autres pays, c'est vous qui devez mettre le doigt pendant un débat sur ce qui ne va pas, ce qui est contraire à l'intérêt général, ce qui est contraire à votre opinion. Chacun d'entre vous, vous êtes des électeurs. Et vous trouvez que ce serait normal que, ayant retiré la confiance à un député ou à un maire, il continue de parler en votre nom pour des actes politiques pour les temps qui arrivent. Et je ne vois pas du tout le débat se faire. J'entends les coqs chanter, le cocorico à leur façon et consorts, et vous enfourchez même ce qu'ils disent, vous répétez ça. Vous dites oui, mais alors que vous devez susciter le débat, vous qui devez éclairer l'opinion, le peuple sur ces genres de débats. Moi, je me réjouis de que vous me posiez cette question ce matin pour vous dire, mais est-ce que cette question-là, ça concerne Patrice Talon ou bien ça concerne ceux qui font le débat? Mais j'ai été trop long là sur la question. Je voudrais qu'il soit noté devant vous, soyez mes témoins, que moi, je ne veux pas qu'on touche à un virgule de la Constitution. Il ne faut pas le faire. Et je l'ai dit déjà aux députés qui se réclament de mon bord, aux mecs qui se réclament de mon bord, que ce soit UP ou BR, je leur ai dit, touchez pas à la Constitution. Certes, je ne peux pas vous instruire. Vous êtes député, la nation vous a confié cette mission-là. Vous pouvez même désobéir au parti parce que le mandat n'est pas impératif. Vous agissez au Parlement à votre âme et conscience individuelle de ce qui est bon pour le pays. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Je vous souhaite que vous ne fassiez pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, devant vous, depuis quelques jours, je dis, je ne veux plus me mêler de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils s'entendent, UP, BR, démocrates, pour modifier le code électoral par consensus, ou simplement avec la majorité qualifiée nécessaire, moi je vais m'incliner, je vais promulguer. S'ils modifient quoi que ce soit et que nous sommes dans un régime démocratique, je suis un démocrate, si les choses se font selon les règles, je ne demanderai même pas de deuxième lecture pour quoi que ce soit, je vais promulguer. Parce qu'il est temps que les polémiques ne continuent pas d'animer notre vie au quotidien. Surtout que ça n'a pas d'intérêt. On notait, M. Ablogan, que, je ne demande aucune révision et je me poserai à la révision de la Constitution. Pas les moyens qui me sont permis en disant non, il ne faut pas le faire. Et puis, maintenant, s'ils le font comme je suis un démocrate et que ça s'impose à moi, je m'acharnerai à faire en sorte que ce que je trouve pas bien ne se fasse pas. Donc, à la limite, ne pas réviser. C'est moi mon choix de ne pas toucher la Constitution. 2, que les modifications à faire soient conformes à l'esprit de la Constitution et à l'éthique. C'est mon souhait. Mais je ne suis pas, moi, Patrice Talon, le peuple béninois. Ce qui se fera, même si c'est contraire à ma vision et à ma conscience et à mon éthique, si ça se fait que je n'ai pas les moyens de le mettre en cause, je suis un démocrate, je m'inclinerai. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne votre première question. Maintenant.
Depuis le 4 février 2023, sur ma chaîne YouTube, dans le titre « Bénin, parrainage de la présidentielle 2026 », j'avais avec fort détail évacué le sujet. Après la saisine de la Cour constitutionnelle par M. Kodjo G. Berho, membre du parti UPR de M. Patrice Talon et Joseph Diobenou, la haute juridiction, dans sa décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, m'a suivi point par point dans mon développement d'il y a un an. Donc, par suite de la décision de la Cour constitutionnelle, la préoccupation de qui des députés de 2023 ou de 2026 doivent parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026 est totalement vidée. Ce sujet ne devrait plus normalement faire polémique au point de susciter une conférence de presse du président de la République, car l'article 59 de la Constitution du Bénin stipule clairement: le président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. Mieux, dans son serment d'investiture, le président de la République a juré de respecter et défendre la Constitution et de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation lui a confiées, confère article 53 de la Constitution. Le président Patrice Talon, en se prononçant tel qu'il l'a fait le jeudi 8 janvier 2024, après la décision de la Cour constitutionnelle, en disant et en menaçant presque que pour lui, ce sont les députés qui seront élus en 2026 qui auront la légalité et la légitimité politique de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026, il est tombé sous le coup de la loi. Pire, le président Talon fait un développement qui n'est fondé sur aucune notion de légalité, de légitimité, de morale, d'éthique, comme il semble le faire croire. Il expose une idée totalement biaisée, erronée, anachronique, qui n'a de logique que dans son seul esprit. Malheureusement, en exposant publiquement ce genre de position, que je me garde de qualifier de peur de frustrer l'opinion, Patrice Talon humilie l'intelligentsia béninoise. Monsieur le Président Patrice Talon, pour vous aider à comprendre l'inexactitude de votre nouvelle vision relative aux députés devant délivrer le parrainage, veuillez nous dire qui de vous ou du président élu en avril 2026 est légitime ou légal pour présider le Conseil des ministres, signer les décrets, nommer les ministres, les ambassadeurs, recevoir l'accréditation des ambassadeurs étrangers jusqu'à la date du 24 mai 2026, jour de prestation et d'installation du nouveau président élu. Excellence, humblement, je vous prie de ne plus vous livrer en spectacle avec de tels développements, sinon, quand d'autres vont commencer à vous qualifier, vous injurier, comme ce fut le cas dans le dossier du Niger, aucun Béninois ne pourra lever la tête pour vous soutenir ou vous défendre. Le drame, ce que le président met aujourd'hui en cause, a été pensé, conçu et mis dans la Constitution par lui, son gouvernement
ses députés de 100 de 2019 dans une assemblée nationale monocolore de 83 députés nommés et imposés par Patrice Talon. Si le Bénin continuait d'être un État démocratique et de droit, et que toutes les institutions de contre-pouvoir n'avaient pas été vassalisées, caporalisées et inféodées au pouvoir exécutif, Patrice Talon devrait être traduit devant la Haute Cour de justice pour haute trahison, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution. En effet, la Cour constitutionnelle, en se saisissant d'office après l'irrecevabilité de la requête de M. Kodjo Jigberho, a ainsi statué. Quant à l'article 157-2 de la même Constitution, il prévoit, en vue de l'organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme la date d'entrée en fonction des députés élus en 2026 à 0 heure. Considérant qu'au terme, respectivement des alinéas 2 et 3 de l'article 153-2 de la Constitution, les députés élus à l'Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l'année électorale. Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l'année électorale. Qu'il en résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le mandat des députés élus en 2023 expire le 8 février 2026 et celui des conseillers élus en 2020 du 1er au 15 février 2026, suivant le calendrier de l'installation de leurs successeurs. Quant à l'article 135 du Code électoral, il indique que les dépôts de candidature sont faits 50 jours avant l'ouverture de la campagne électorale pour le premier tour du scrutin. Qu'enfin, l'article 8 du dit Code précise que l'élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale. Qu'il s'en infère que le premier tour de l'élection présidentielle a lieu le dimanche 12 avril 2026 et que les candidats ont jusqu'au 5 février 2026 pour déposer leur dossier à la Sénat. Qu'au nombre des exigences prévues par les articles 44 de la Constitution et 132 du Code électoral, pour valablement constituer le dossier de candidature, figure le parrainage d'au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Que le parrainage étant requis des députés et maires en fonction avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature, les députés issus des élections législatives de 2023 sont tous en droit de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026, ce qui n'est pas le cas pour tous les maires. Qu'en effet, seuls les maires issus des élections communales de 2020 et ceux élus lors des élections générales de 2026 et installés entre le 1er et le 5 février 2026 pourront procéder au parrainage. C'est la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin qui s'impose à tous, même au chef de l'État, Patrice Talon. À la Cour de conclure. En conséquence, article 1er dit que la requête de M. Kodjo Jigberho est irrecevable. Article 2
se prononce d'office, article 3, dit que l'Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et, d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142, alinéa 6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. C'est tout ce que la Cour constitutionnelle a demandé, ni plus ni moins. Terminé. La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, dont vous avez reçu copie de cette décision. Au Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été notifié. Au Président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat également, à Monsieur Kodjo G. Gweho, est publié au journal officiel. Or, je cite, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, confère l'article 114 de la Constitution. Et je cite à nouveau, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles, confère l'article 124 de la Constitution. Fort de tout ce qui précède, nous devons nous préoccuper de l'attitude et des comportements du président Patrice Talon. Ces sorties répétées avec insistance sur les députés de 2026, malgré la décision de la Cour constitutionnelle, témoignent fort des visées cachées du président pour 2026. Nous allons compromettre la paix pour les temps à venir. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, voyez-vous la fourberie des dirigeants de ce régime? Voyez-vous avec quelle banalité et quelle légèreté l'État est dirigé en sacrifiant la vie de centaines de Béninois lors de chaque scrutin ou en privant d'autres de leur liberté sous Patrice Talon? Le président de la République, initiation et promulgation. Le président de l'Assemblée nationale, étude et adoption. Le président de la Sénat, exécution par l'organisation des élections. Les membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Justice, Séverin Quenom. Les députés, surtout ceux de la 8e législature. Maître Joseph Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ayant validé toutes ces lois chrysogènes, savait-il si bien les défauts de ces lois avant de se taire et cautionner tous ces abus sur de dignes citoyens tués, emprisonnés ou exilés? Lors de l'instruction de la requête de M. Kodjo Gweho, la Cour constitutionnelle a interrogé le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Sénat. Veuillez suivre ci-dessous la réponse de chacune de ces personnalités à propos du Code électoral et de la Constitution, dont elles sont toutes parties prenantes depuis l'élaboration jusqu'à la promulgation, en passant par l'adoption et le contrôle de constitutionnalité par la Cour Joseph Diogbenou. Je cite, « Considérant qu'en réponse à cette requête, le président de l'Assemblée nationale, par l'organe du secrétaire général administratif de l'institution, admet l'effectivité et la pertinence
des difficultés soulevées par le requérant et invite la haute juridiction à user de sa perspicacité habituelle pour apporter la solution idoine en vue du bon fonctionnement de la République, la garantie de l'état de droit et de la démocratie. Fin de citation. Pour autant, c'est la 8e législature, sous le président Louis Vlavonou, qui avait voté cette loi initiée par le président Talon en complicité avec son ministre de la Justice, Séverin Quenom. Le dit code avait été même revu en 2020 sous le vocable de loi interprétative par la même assemblée de Vlavonou et toujours contrôlé conforme à la Constitution par la Cour Djogbenou. Je cite à nouveau. Quant au président de la République, il fait observer par le secrétaire général du gouvernement que le requérant a soulevé un problème réel et sérieux et appelle à la sagacité de la Cour pour y apporter une solution adéquate. Fin de citation. Pour autant, c'est ce même président Patrice Talon qui a promulgué par 2 fois déjà ce code querellé. Chose curieuse et ridicule, le président Talon a admis devant la presse nationale et internationale, le jeudi 8 janvier 2024, être bel et bien l'instigateur de ce code et de cette constitution révisée qu'il a d'ailleurs promulguée après le filtre du fameux bureau d'analyse et d'investigation BAI de la présidence dirigé par le conseiller spécial Johannes Dagnon. Pour autant, chaque fois que j'affirme que la quasi-totalité des lois que l'on présente à l'opinion comme des initiatives parlementaires sont des projets du gouvernement Talon que l'on fait porter par des députés pour aller vite, l'on me traite de diffuseur d'intoxication. Et je cite, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. » Marc, chapitre 4, verset 22. Ces 2 lois ont servi pourtant à organiser déjà 3 élections, 2020, 2021, 2023, avec mort d'hommes, des prisonniers et des exilés. Je cite à nouveau, qu'enfin, le président de la Sénat, par correspondance en date du 3 janvier 2024, affirme s'approprier les motivations de la requête dont il soutient la pertinence et le bien fondé. Qu'il précise qu'une revue de plusieurs autres dispositions du Code électoral est nécessaire en vue d'une meilleure organisation des prochaines élections. Fin de citation. Si le ridicule tuait, le président de la Sénat avait-il tous ses griefs contre le Code électoral? Cela ne l'avait nullement empêché de proclamer les tendances ou résultats des élections de 2020, 2021 et 2023, jusqu'à déclarer la caducité des feuilles de dépouillement des législatives de 2023 devant la Cour constitutionnelle pendant que celle-ci statuait encore sur les recours électoraux. Quelle supercherie au sommet de l'État! Je savais que mon pays avait cessé depuis avril 2016 d'être un État de droit. Je me rends finalement compte qu'il n'est même pas l'État de loi que je lui collais. Fort des dispositions constitutionnelles ci suscitées, à quel jeu joue le président Patrice Talon en déclarant le jeudi 8 janvier 2024 devant la presse nationale et internationale que pour lui, ce sont les députés qui seront élus en 2026 qui auront la légitimité et la légalité pour parrainer les candidats à la présidentielle de 2026. Qu'en est-il de la proposition de révision constitutionnelle introduite à l'Assemblée nationale par le député Hassani? Le président Talon, lors de la conférence de presse, jure n'être associé ni de près ni de loin à une quelconque révision constitutionnelle. Mais le député Hassan Seibou est formel
il a clairement affirmé sur Radio BIP FM avoir parlé avec le président de la République pour pouvoir concevoir cette idée. J'ai assumé la responsabilité seule de dire une proposition, c'est l'expression de votre idée. Je vais le poser à tous les députés en même temps et au même moment. Ça fait que certains pensaient que je suis allé déposer en tant que président de groupe. Ça, c'est une méconnaissance de la procédure parlementaire. Je dépose en tant qu'individu, je suis seul signataire. C'est le lendemain que je viens vers mon groupe. Alors les gens se sont pressés. Je sais qu'il y a des intérêts de clocher. Même mon nom n'est pas quelque chose qui peut être facile à accepter par d'autres. Mais j'ai dit, oubliez mon visage. Ce que j'ai dit là, réfléchissez à ça. Si c'est bon, on fait. Si ce n'est pas bon, on laisse. C'est pour ça que j'ai dû expliquer à mon groupe parlementaire, voici comment le processus. J'ai consulté les chefs. J'ai informé les présidents des différents groupes parlementaires. J'ai parlé avec le président de la République. J'ai parlé avec le président de mon parti pour pouvoir concevoir cette idée. À chacun de se faire son opinion sur la qualité et la nature des propos du président Patrice Talon chaque fois qu'il fait des déclarations. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Je suis un homme honnête. Je sais que dans les couloirs, l'idée avait été agitée, mais il n'en a jamais été question au cours du dialogue, la question d'un poste de vice-président de la République. Jamais. Dans la salle du dialogue, je le dis, je signe, je persiste, cela n'a jamais été évoqué. Je n'ai manqué à aucun des rendez-vous du dialogue. J'étais toujours dans la salle. Peut-être que lorsque les responsables de partis politiques et les rapporteurs se sont retrouvés pour finaliser le rapport du dialogue, peut-être qu'à cette occasion, l'idée a été agitée. Mais au cours des débats en plénière, jamais nous n'avons abordé ça. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. Je suis un homme honnête. Nous avons été surpris et d'ailleurs nous avons tenu une conférence de presse à cet effet pour désapprouver, disons, la décision unilatérale qui a été prise et même précipitée qui a été prise de réviser la Constitution. Tout simplement parce que nous avons participé à un dialogue politique au cours duquel il n'a jamais été question de la révision constitutionnelle. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été apporté comme amendement relève exclusivement des recommandations des acteurs politiques. 2. Les relations tumultueuses entre le Bénin et le Niger après la fermeture des frontières. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, le président Patrice Talon a fermé les frontières du Bénin à Mananville, empêchant les imports et exports du Niger, gros client du port de Cotonou. Plusieurs voix se sont élevées en vain pour conseiller le président Talon à ne pas avancer dans cette décision catastrophique pour le Bénin, son économie, ses commerçants, ses transporteurs, ses producteurs agricoles, ses fils et filles, sans oublier la vie de nos frères et sœurs du Niger. Seul à tout connaître et seule la force, la violence et la contrainte sans négociation sont les voies de résolution des problèmes qu'il crée aux Béninois. Mais le voilà, conseiller une thérapie de dialogue et de négociation à un pays voisin. En ma qualité de citoyen de la CEDEAO,
originaire du Bénin, homme politique, ancien ministre et ancien député, je ne peux continuer à garder le silence face à la calamité en perspective dans la sous-région et qui va brûler toute l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà, dans une guerre civile intracommunautaire si jamais le Niger subissait une attaque militaire de la CEDEAO. J'ai choisi volontiers de me concentrer sur le cas du Bénin. Et j'avoue franchement déplorer les prises de position martiales du président du Bénin dans cette crise interne au Niger, un pays voisin et frère qui partage avec le Bénin non seulement une frontière, mais également le même peuple. Les relations bilatérales économiques formelles entre le Niger et le Bénin sont historiques et remontent à plus d'1 siècle. Donc, avant toute décision, le président béninois devrait étudier toutes les conséquences possibles pour son pays. En effet, confronté à des difficultés d'accès à l'intérieur des pays africains et au transport des matières premières vers les côtes, le colonisateur a initié des constructions de chemins de fer. Les Français, pour concurrencer l'axe ferroviaire Lagos-Kano, en construction par les Anglais, décidèrent de relier la République du Dahomey à celle du Niger, qui était une vaste colonie enclavée, productrice de bétail, de peau et d'arachides. Les travaux de construction débutèrent le 26 juin 1900 par l'axe central Cotonou-Parakou. Prévu pour être poursuivi jusqu'à Niamey en passant par Kandi, Malanville, Dosso, les travaux ont été interrompus à cause de la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation commune Dahomey-Niger des chemins de fer et des transports, OCDN, en 1959, puis devenue l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports, OCBN, à partir de 1975, est créée dans le but de favoriser les échanges commerciaux par voie ferroviaire entre les deux États voisins. Ce bref rappel historique pour souligner l'importance des liens circulaires, économiques et fraternels entre le Niger et le Bénin. Si hier, les produits à transporter du Niger vers la côte étaient simplement des matières premières issues de l'agriculture et de l'élevage, aujourd'hui, ils englobent des minerais et du pétrole, une importante source de ressources en perspective pour le trésor béninois que la maladresse de Patrice Talon risque fort de compromettre. En retour, le Niger convoie ses biens manufacturés de consommation et d'équipement importés à partir du port de Cotonou vers son territoire. Voilà la qualité du pays auquel Patrice Talon veut déclarer la guerre par ses sauts d'humeur, de peur et ses intérêts privés inavoués au détriment des intérêts de toute une nation. Ancien ministre de l'économie maritime, des transports maritimes et des infrastructures portuaires, je suis bien placé pour dire que près de 50% des flux de marchandises au port de Cotonou sont destinés au Niger et au Burkina Faso. Aussi, convient-il de noter que plus de 50% des recettes douanières du Bénin proviennent de la douane port. Est-ce que, raisonnablement, en dehors des raisons occultes, un chef d'État pourrait-il ainsi compromettre les intérêts de son pays et de sa propre société, puisqu'il est le propriétaire de la société Bénin Contrôle, qui gère le programme de vérification des importations PVI au port de Cotonou? Membre de la CEDEAO
Et bien que n'étant pas le président en exercice de la communauté, la géopolitique et la géosécurité recommandent que le président du Bénin prenne le lead pour un règlement amiable de cette crise en raison de la proximité des deux pays frères et surtout de leurs intérêts communs et interdépendants. Cette attitude, qui aurait été fort saluée, préserverait non seulement la paix entre le Bénin et le Niger, mais également entre tous les pays membres de la CEDEAO, dont la principale raison d'être est l'intégration économique régionale, la libre circulation des biens et des personnes. En se braquant contre le Niger, je n'ai pas été seul conseiller du chef de l'État sur cet épineux dossier. Beaucoup l'ont fait par des prises de position variées. En réalité, compatriotes mes frères, ce triste épisode n'est que l'apothéose d'une longue liste d'humiliations dont le bal a été ouvert par celui-là même à qui l'honneur et le prestige national ont été confiés. Oui, nous sommes humiliés et malheureusement ce n'est qu'un début, car celui dont il est question jamais n'apprend de ses erreurs. Un chef d'État en exercice qui jamais n'a le moindre mot de condoléance ou de compassion quand des tragédies ont frappé son peuple. Pas une minute de silence, rien. La catastrophe routière au cours de laquelle nous avions perdu des dizaines de concitoyens à Dassa en est un exemple palpable. Le mépris, l'arrogance et l'indécence ont toujours été la réponse de cet homme à nos nombreux appels à la raison. Jadis craint pour la grandeur de son esprit critique, le Bénin, notre pays, aujourd'hui, est la risée de tous. Volontairement, nous nous sommes fait les larbins du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, dont les desiderata passent désormais avant l'intérêt supérieur de la nation. Je n'étais pas seul, je m'en souviens. Vous, moi et plein d'autres citoyens patriotes avions en son temps tiré la sonnette d'alarme quant au caractère épileptique de notre diplomatie. Nous a-t-on écouté? A-t-on donné du poids à nos mises en garde? Non. Malgré nos genuflexions et l'obséquiosité de nos courbettes devant le Nigeria, la frontière avec ce pays frère demeure à ce jour plus fermée que jamais. Dans un élan de fraternité envers notre chef d'État, nous l'avions conseillé. Que ne lui avions dit? La meilleure manière de faire promotion de la démocratie est de la faire prospérer chez soi. Chez soi d'abord, pour le bien de son propre peuple. Sa seule réponse à nos fraternelles admonestations fut d'embastiller notre sœur Rekiat Madougou, aujourd'hui à l'isolement en prison, souffrante, privée de l'affection de ses enfants, tous en bas âge. Cette jeune dame, brillante, quoi qu'on en dise, a mis pour le prestige du Bénin son savoir-faire au service de nombreux pays africains. Ses relations, son savoir-faire, sa clairvoyance diplomatique auraient, en ces temps de crise, aidé à faire du Bénin l'acteur d'une réconciliation sous-régionale. Au lieu de cela, on la tient injustement prisonnière, enfermée à double tour dans une cellule de 1,50 m sur 2. Et que dire de Joël Aïvo, dont la maîtrise du droit aurait été pour nous une boussole dans cette crise. Je résiste difficilement à l'envie de rappeler ici même les torts faits à Sébastien Germain Adjavon et Martin Rodriguez, qu'on a sciemment éloignés de leur pays pour mieux s'emparer de leur patrimoine financier. Compatriotes mes frères, ne soyons point amnésiques. Comme le disent les Saintes Écritures, quand on creuse une tombe, on y glisse. Que diable est-il allé faire dans cette galère? La communauté des peuples africains nous en veut particulièrement, car dans le doute et le désespoir, nous, Bénin, étions la lueur d'espoir, la voix de la raison, le juste milieu, le peuple pacificateur parce que pacifié.
nous avons hélas à subir les décisions irréfléchies d'un chef d'État qui, souvenez-vous, avait promis de compromettre la paix pour des décennies. Sur le plan intérieur, il a tenu promesse avec des dizaines de morts à son actif. C'est aujourd'hui au tour de la communauté internationale de le découvrir dans toute sa splendeur méphistophélesque. Étonné, l'Afrique découvre, comme nous-mêmes avions découvert, que cet homme ne charrie dans son sillage que cadavres et désolation. Au moment où je vous parle, une session du CTB du 3e BIMA de l'armée béninoise est déjà préposée à Kandy dans l'attente d'une agression opérée contre un pays frère qui jamais dans l'histoire récente ne nous a voulu le moindre mal. Quand bien même cette intervention ne se ferait plus, le refus de tous les pays sahéliens, Mali, Burkina Faso, Tchad, Algérie, d'y participer, le refus des États-Unis d'Amérique d'y participer, le refus du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine de se porter caution d'une énième agression contre un pays africain, la désapprobation massive de l'opinion publique africaine sonne déjà comme un cinglant désaveu pour notre diplomatie dont le prestige aujourd'hui est éteint. Ceci par la faute d'un chef d'État qui lui-même sortira géopolitiquement très affaibli de cette histoire. Guidé par ses intérêts personnels, ses émotions, ses humeurs et ses peurs, Talon Patrice nous a fait sombrer de Caraïbes en Scylla. Oui, guidé par ses peurs, car peut-être ne le saviez-vous pas, alors je vous informe. Talon Patrice a peur du coup d'État au point de garder à vue de manière préventive des sous-officiers et officiers béninois de retour de formation en Russie. Craignant justement que ces derniers n'aient eu en Russie, au contact de leurs frères d'armes du Sahel, des inspirations coupables, ils sont jusqu'à ce jour tenus isolés de la vie active à l'intérieur du camp de Ouida. De quoi les soupçonne-t-on? Apparemment de rien. Mais le tyran, tétanisé par la peur, voit le mal partout. Oui, compatriotes, mes frères, nous sommes humiliés. Le roi est nu, parce que dehors, il a choisi de laver son linge sale. Que voulez-vous qu'on fasse? À part, bien sûr, le paraphraser lui-même et lui dire « Tu vas en souffrir et tu ne pourras rien faire. » C'était moi, Ronvi, votre frère. Malheureusement, il avait été fortement soutenu dans cette voie de perdition par les députés de la mouvance présidentielle, avec à leur tête Louis Vlavonou, ainsi que les membres de son gouvernement. Les plus zélés dans la défense de la position du chef de l'État furent M. Chegoun Bakari, ministre des Affaires étrangères, et M. Léon Rumbedi, porte-parole du gouvernement. Après avoir lamentablement échoué dans cette aventure sans issue, avec un pays frère, suivons les jérémiades du président Talon Patrice. C'est mon souhait. Mais je ne suis pas, moi, Patrice Talon, le peuple béninois. Ce qui se fera, même si c'est contraire à ma vision et à ma conscience et à mon éthique, ça se fait que je n'ai pas les moyens de le mettre en cause, je suis un démocrate, je m'inclinerai. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne votre première question. Maintenant, vous voulez que ce soit la question sur le Niger qui vienne après ou la question de votre confrère Niger? Vous savez, c'est une question qui, aussi bien contre le Niger, le Burkina que le Mali, c'est une question qui, moi, personnellement, me peine de plus en plus. Nous sommes dans une communauté, la plus petite dans cette région, c'est l'UMOA. Au-delà, c'est la CEDEAO, puis l'Union africaine. Et puis, nous sommes tous dans les Nations unies. Et
la mission dévolue à ces regroupements de pays, à ces communautés, c'est de veiller à ce qu'il y ait la paix, la liberté, le développement, la démocratie pour les habitants de cette planète, pour le monde. Et les institutions internationales, régionales, se sont données comme mission de veiller au développement matériel, moral, psychologique, physique des gens, mais de veiller également à leur bien-être relatif à la démocratie et aux libertés. Pareil aux Nations Unies, pareil à l'Union africaine, à CEDEAO, à l'UMOA. Donc c'est cette mission que nos diverses institutions ont. Développement, mais dans tous les sens, y compris liberté et démocratie. Et par période, les communautés conviennent de ce qui est acceptable en termes de démocratie, en termes de modèle politique ou en termes de liberté, des droits de l'homme. Il a été dit dans toutes les institutions, notamment dans ceux d'AO et l'UMOA, que le mode de changement de régime politique, d'acteurs politiques, c'est pas le peuple, c'est le peuple qui choisit. Et toutes les fois qu'il y a forcing, soit par les armes, soit par des moyens non armés, mais aussi détestables que les moyens armés, ce que nous appelons les forcing constitutionnels ou institutionnels, que les communautés donc disent non, ce n'est pas conforme à ce que nous avons tous convenu de faire ensemble, de protéger, de défendre. Et on appelle les gens à l'ordre et à besoin, on met des sanctions pour les contraindre à ne pas persister. C'est ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, Guinée, au Niger. Il y a eu des coups d'État. Dans chacun de ces pays, le coup d'État est interdit. À plus de raison, au niveau de la communauté internationale. Dans chacun de ces 4 pays, le coup d'État est interdit. Mieux, vous avez dû voir que les autorités maliennes actuelles, qui sont arrivées par un coup d'État, ont mis en place une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution prescrit aussi que le coup d'État est interdit. Et que d'ailleurs, les actes du genre sont imprescriptibles. Que même 50 ans, 100 ans après, on peut poursuivre quelqu'un qui aura fait un coup d'État. Ça veut dire que même ils savent que ce n'est pas bon, le coup d'État. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas convenables, ne sont pas acceptables, mais qui arrivent. Parfois, ça peut être fondé. Parfois, ce n'est pas fondé du tout. Alors, c'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois, puis une 4e fois au Niger. Et la CEDEAO qui dit, même si les coups d'État sont arrivés 1, 2 fois, 3 fois, bon, on parle avec les gens, on dit ne faites plus ça, on vous donne un délai pour partir, et puis on essaie de jouer, la CEDEAO essaie de jouer son rôle, notamment la conférence des chefs d'État essaie de jouer son rôle pour montrer que si ça se fait, c'est pas bien, mais il ne faut pas que ça continue, pour que ça ne devienne pas l'exercice de tout le monde, que ça ne contamine pas les autres pays. Un 4e coup d'État de la CEDEAO, sinon même un 5e, parce qu'il y en a eu 2 fois ou 3 fois dans certains pays. Et nous disons, ah non, si ça continue, après, ça se passera au Bénin, ça se passera au Togo, ça se passera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Parce qu'on voit que quand ça se fait, personne ne réagit, personne ne désapprouve, alors personne ne sanctionne. On dit, cette fois-ci, c'est trop. Les sanctions ont été prononcées contre le Niger. Et des sanctions dures, qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. C'est des mesures, quand on les prend, on estime que, bon, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va se faire, ils vont revenir à l'ordre. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, ça ne change rien. C'est pour ça que j'ai eu à le dire, il n'y a pas longtemps, que le moment est arrivé pour faire le point, savoir si les mesures qui ont été prises ont produit leurs effets ou non. Comme ce n'est pas des mesures qui sont destinées à durer dans le temps, parce que ça pose des préjudices graves aux populations, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, le président béninois, le président togolais, nigérien et consorts,
Ils ne vivent pas au Niger, ni au Burkina. Donc parfois aussi, il faut être humble. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ces pays-là. Mais nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois être acteur de la plaque. Ce qu'on nous demande dans la vie, c'est d'être de bonne foi. Et chaque fois que nous prenons une décision, que ce soit guidé par la bonne foi. Est-ce qu'au moment où cette décision a été prise, on était de bonne foi? Est-ce que ce n'était pas normal qu'on prenne cette décision? Si aujourd'hui quelque chose se passe en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou ce qui se passe, est-ce que si ce n'est pas bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté dénonce que ce n'est pas bien? Si demain quelque chose se passe au Bénin, si demain quelque chose se passe au Togo, ce n'est pas bien que la communauté dise non, ce n'est pas bien. Nous sommes dans notre rôle en disant ce n'est pas bien, il faut corriger, il ne faut pas que ça continue. Mais quand les peuples, la nature, la vie ou le sort, parfois nous imposent quelque chose, il faut être responsable, c'est celui qui sait prendre acte, constater que, malgré sa bonne foi, les choses ne se passent pas comme il souhaite, et dit bon, il faut tenir compte de ça. Et on a passé ce message au Niger. Je l'ai fait à titre personnel. Il dit, le moment est arrivé où nous devons dire, bon, maintenant, trêve des discussions, des relances, des recommandations, des sanctions et consorts. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on va vous accompagner. J'ai dit, moi, personnellement, je suis prêt, au sein de la conférence des chefs d'État, à défendre la position qui est la mienne aujourd'hui en disant, le moment est arrivé pour qu'on fasse trêve de tout ça et qu'on repart de zéro et qu'on prenne acte de ce qui se passe. Et si les autorités nigériennes nous disent ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout, personne de la conférence des chefs d'État ne peut dire au nom des Nigériens ce qu'ils veulent. Vous voulez une transition? Vous ne voulez pas une transition? Vous voulez une transition de 6 mois ou de 4 ans ou de 5 ans? Mais dites-le. Puisque la responsabilité nous impose de ne pas statuer dans le vide. Pour statuer, il faut quelque chose. Dites-nous ce que vous voulez, on va statuer dessus et puis on va vous accompagner. Parce que le peuple du Niger est en difficulté avec ces sanctions-là depuis. On n'a pas de suite de réponse. Peut-être qu'eux-mêmes, ils sont en train de discuter entre eux, ils n'ont pas encore une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais même quand c'est ainsi, dites-nous, écoutez, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vous dira quel va être le modèle. Aujourd'hui, on ne sait rien, on ne sait pas si vous savez quelque chose de ce qui va se faire au Niger. Et nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Non. Et je veux que les Béninois le sachent, ça. Ça cause des préjudices au Bénin, c'est sûr. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les 3 pays, Burkina, Niger et Mali, sortent de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des 3 présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté, l'UMOA de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qu'il y a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là.
la conférence des chefs d'État de l'UMOA, de la CEDEAO, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA, la commission de la CEDEAO, la commission de l'UMOA sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas, que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je vais détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Donc ça va bien au-delà du cas du Niger, ça concerne tous les 3 pays qui aujourd'hui, je ne dis pas les pays, les responsables des pays qui sont en mal avec les responsables des autres membres de ces organes-là, parce que ce n'est pas contre les peuples qu'ils ont un problème, c'est entre nous. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises m'accompagnent dans cette démarche, que le peuple béninois m'accompagne dans cette démarche pour dire qu'il faut revenir à la case départ et laisser tout tomber pour préserver la CEDEAO des peuples, préserver l'UMOA des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui ne demandent qu'à vivre ensemble, et que, quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison, cela importe peu désormais. C'est ça ma position, et je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent, et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples.